une étudiante de 20 ans est partie courir et a disparu sans laisser de traces. Le pays tout entier était à sa recherche, mais la police n'a pas trouvé le moindre indice. La vérité, révélée par les images de surveillance, a choqué toute l'Amérique et suscité une vive polémique. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Molly Tibbet et ce que sa disparition a entraîné. Molly Tibbet est née le 8 mai 1998 à San Francisco, en Californie. Alors qu'elle était en deuxième année, ses parents ont divorcé et Molly a déménagé dans l'Iowa avec sa mère et ses deux frères. Son père, cependant, a continué à entretenir une relation étroite avec ses enfants. Après le lycée, elle s'inscrit à l'Université d'État de l'Iowa, où elle étudie la psychologie. Pendant son temps libre, elle travaille dans un camp de jour au centre médical régional. Elle avait un mode de vie actif, faisait du sport et avait beaucoup d'amis. Elle a passé l'été 2018 dans une petite ville appelée Brooklyn, qui se trouve également dans l'Iowa. Elle mesure à peine plus de 3 km et ne compte que 1400 habitants. On pourrait penser que dans un endroit aussi calme, où tout le monde se connaît, rien de terrible ne pourrait arriver. Le 18 juillet 2018, Molly allait courir. Elle vivait à Brooklyn avec son petit ami, Dalton Jack, dans la maison du frère de ce dernier. Le soir de ce jour-là, elle était seule dans la maison. Son petit ami était parti travailler dans une autre ville, à 210 km de Brooklyn. Molly lui a envoyé une photo sur Snapchat et est sortie courir vers 19h30. Le lendemain, Molly devait se rendre au travail, mais elle n'est jamais venue. Cela a sérieusement perturbé sa famille et son petit ami. Ils savaient tous que la jeune fille était extrêmement responsable et qu'elle ne manquait jamais son travail sans prévenir. En outre, elle ne répondait pas aux appels et aux messages. Les parents ont donc décidé de contacter la police, qui s'est mise à la recherche de Molly. Dès les premiers jours, l'affaire a commencé à susciter une attention accrue dans toute l'Amérique. Quant aux habitants de Brooklyn, la disparition d'une jeune fille est un véritable choc. Rien de tel n'était jamais arrivé dans cette petite ville. Les gens n'avaient jamais fermé leurs portes à clé et étaient sûrs de leur sécurité. Le père de Molly, Rob Tibbet, est venu de San Francisco à Brooklyn et a participé activement aux recherches. Il a distribué des prospectus avec les photos de la jeune fille, interrogé les gens et tenté par tous les moyens de contribuer à l'enquête. Jusqu'au dernier moment, les parents n'ont pas perdu espoir que leur fille soit retrouvée vivante et indemne. 3 organismes ont participé à la recherche de la fillette. La division des enquêtes criminelles de l'Iowa, le Bureau fédéral d'enquête et la police du comté de Poweshiek. Ensemble, ils ont travaillé sur plus de 2000 pistes et interrogé environ 500 personnes. La recherche de Molly s'est étendue à tous les quartiers de Brooklyn. À un moment donné, les forces de l'ordre ont reçu un rapport selon lequel Molly avait été aperçue dans un relais routier à Kearney, dans le Missouri, à 380 miles de Brooklyn. La police a vérifié cette information et n'a trouvé aucune confirmation. Comme il se doit dans de tels cas, la police a vérifié la théorie selon laquelle son petit ami était impliqué. Statistiquement, la plupart des crimes de cette nature sont commis par des parents ou des proches, mais pas cette fois. L'alibi du petit ami était en béton. Il se trouvait réellement dans une autre ville et ne pouvait physiquement pas être à Brooklyn ce soir-là. Le temps passe et les recherches pour retrouver Molly ne donnent aucun résultat. La division des enquêtes criminelles a annoncé l'octroi d'une récompense en espèces pour toute information permettant de retrouver la jeune fille saine et sauve. Le montant de la récompense augmente régulièrement et atteint finalement 366 000 $. Il s'agit d'une somme très importante, même selon les normes américaines, et pour l'État de l'Iowa, la récompense constitue un record. À un moment donné, la police a déclaré qu'elle réduisait les recherches de Molly à quelques endroits autour de Brooklyn. La maison de son petit ami, plusieurs fermes locales, une station-service, un relais routier et une station de lavage, mais rien de tout cela n'a permis de localiser Molly. La police a reçu des centaines de pistes, qui ont toutes abouti à une impasse. Un épisode m'a toutefois paru étrange. Le propriétaire de l'un des élevages de porcs où la police avait concentré ses recherches était extrêmement réticent à l'idée de contacter les forces de l'ordre. Il nie toute implication dans la disparition de Molly, mais refuse de passer au détecteur de mensonges. Tout cela faisait de lui un excellent candidat pour le rôle de suspect, mais il n'y avait aucune preuve contre lui. La police ne peut donc ni interroger l'homme, ni fouiller la propriété de sa ferme. L'enquête est donc à nouveau au point mort. La police a essayé de trouver un lien entre la ferme et la disparition de Molly, mais sans succès, du moins à l'époque. Tout a changé le 21 août. Quelques jours plus tôt, une source policière a déclaré aux journalistes que la police avait trouvé le corps d'une jeune femme blanche. Bien entendu, tout le monde a immédiatement supposé qu'il s'agissait de Molly, et ils avaient raison. Le 21 août, la police a publié une déclaration officielle.
Le corps de Molly Tibet a été retrouvé dans le comté de Poweshiek, où se trouve Brooklyn. Les parents ont identifié leur fille. Les enquêteurs ont immédiatement remarqué qu'il manquait 2 objets qu'elle emportait toujours avec elle, un smartphone et un bracelet de fitness. Rapidement, le médecin légiste est parvenu à une conclusion officielle, la fillette a été attaquée de plusieurs coups avec un objet tranchant. Les habitants de Brooklyn ont été encore plus choqués. Ils se connaissaient tous et ne pouvaient même pas penser qu'il y avait un criminel violent parmi eux. Les journaux ont également relayé l'histoire, faisant parler d'elle dans toute l'Amérique. La solution à ce crime horrible n'a pas tardé à venir. Presque immédiatement après la découverte du corps, la police a arrêté Christian Rivera, 24 ans, un immigré clandestin originaire du Mexique, qui était entré illégalement aux États-Unis 7 ans auparavant. Pendant tout ce temps, il avait travaillé dans diverses fermes, se cachant sous le nom de John Budd. La police a découvert le Riviera après avoir visionné les images des caméras situées à proximité de l'itinéraire que Molly empruntait habituellement. Sur ces images, ils ont repéré une voiture Chevrolet Malibu qui faisait des allers-retours sur la route sans but apparent. Il est impossible de dire avec certitude comment la police a obtenu les aveux. Selon la version officielle, Riviera a immédiatement avoué ce qu'il avait fait dès qu'ils sont arrivés avec des questions. Selon son récit, il passait en voiture sur la route où courait Molly. Il s'est pris d'affection pour la jeune fille et est repassé devant elle à plusieurs reprises. Ce sont apparemment ces mouvements que la police a remarqués sur les caméras de surveillance. À un moment donné, il a arrêté la voiture, en est sorti et a couru à côté de Molly. En même temps, il a commencé à la harceler verbalement, essayant de gagner l'affection de la jeune fille. Molly n'a pas apprécié et a menacé d'appeler la police. Lorsque la jeune fille a attrapé son téléphone, Riviera l'a attaqué. Il a ensuite jeté son corps dans un champ de maïs et s'est enfui. Déjà en état d'arrestation, Riviera a soudainement changé de stratégie et affirmé qu'il ne se souvenait de rien de cette nuit-là. Il est possible que son avocat l'ait persuadé de revenir sur ses aveux. Les charges contre Rivera ont été déposées le 22 août. Lors du procès, qui s'est ouvert le 19 septembre, il a plaidé non coupable. Le procès a duré 3 ans, en grande partie grâce aux avocats. Les proches de Riviera ont engagé 2 avocats qui ont essayé de toute leur force d'obtenir un acquittement ou la peine minimale possible. Toute l'Amérique a suivi le procès. Le fait est que ce crime a été commis pendant le mandat présidentiel de Donald Trump. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Trump a prôné des lois plus strictes en matière d'immigration et c'est sur le Mexique qu'il s'est le plus concentré. L'administration Trump a utilisé le crime commis par Rivera à son avantage. Le triste sort de Molly Tibet a été cité comme exemple de la nécessité des réformes de Trump pour l'Amérique. Le père de la jeune fille s'est fermement opposé à ce que sa fille soit utilisée dans des conflits politiques, mais personne n'a écouté son père. L'histoire d'une jeune fille a résonné dans tout le pays dans le contexte des lois sur l'immigration. Après tout, il est difficile de ne pas admettre que les immigrés clandestins représentent un danger, lorsqu'un cas de ce type se présente littéralement sous notre nez. La rapidité du procès pénal a également été affectée par la pandémie et ce n'est que le 17 mai 2021 que la partie principale de l'audience a commencé. Riviera continue de clamer son innocence, mais il n'a aucune chance. Le 28 mai, le tribunal a rendu son verdict, coupable de meurtre au premier degré. Riviera a été condamné à la peine maximale prévue pour l'État de l'Iowa, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il va maintenant passer de nombreuses années en prison aux frais des contribuables américains. Politique mise à part, l'histoire de Molly Tibet nous montre une fois de plus une triste vérité. Le danger peut guetter n'importe qui là où il ne s'y attend pas, et aucun d'entre nous n'est à l'abri. Soyez vigilants, prenez soin de vous. Et merci d'avoir regardé.